Merci. Et c'est maintenant à George Kuzmanovic, analyste géopolitique, d'intervenir sur les causes extérieures du terrorisme et les réponses géopolitiques qu'on peut y apporter. Bonjour, j'installe mes petits papiers. Les attentats terroristes de janvier 2015, du 13 novembre 2015 au Bataclan, du 14 juillet à Nice, pour ne citer que les plus importants, exigent d'avoir une analyse rationnelle de ce nouveau déchaînement de violence, ce à quoi nous a invité dans son introduction liminaire Charlotte Girard. Or, le débat public a été saturé par des débats absurdes sur soit la nature de l'islam, soit sur des thématiques nauséabondes comme sur la déchéance de nationalité, ou des incantations relatives à l'opération Sentinelle, dont l'inefficacité n'est plus à démontrer sur le territoire national. Et surtout les prolongations d'un état d'urgence, dont vous avez parlé, qui a davantage servi à criminaliser les mouvements sociaux, contre la loi El Khomri, par exemple, qu'à nous prémunir contre les actes terroristes. On explique à qui veut bien l'entendre que Daesh s'attaquerait d'abord à nos valeurs, dites occidentales, en occultant le fait que c'est dans les pays arabes et dans les pays musulmans qui restent les premières victimes de la folie meurtrière du djihadisme international. En Occident, 700 personnes sont mortes depuis janvier 2015 du terrorisme, et c'est tragique. Mais ce chiffre s'élève à plus de 30 000 dans les pays dits musulmans qui sont les premiers frappés, et le premier d'entre eux, l'Irak. Ce chiffre montre que la réalité de la menace que représente le djihadisme à l'échelle mondiale n'est pas spécifiquement orientée contre l'Occident, mais se matérialise plutôt comme un symptôme d'une crise globale du système qui est sans précédent. Les discours politiques moyens reprennent presque tous une vision édulcorée mais non moins dangereuse du prétendu choc des civilisations. Encore une fois, ils occultent le fait que Daesh s'attaque moins à des valeurs abstraites qu'aux pays qui concrètement lui mènent la guerre depuis 3 ans maintenant. Alors loin de nous de dénoncer ici le principe de combattre Daesh, il y a beaucoup à dire en revanche sur la modalité de ce combat qui est mené sans autre boussole idéologique que l'absurde guerre au terrorisme, qui de fait n'est pas une stratégie, mais qui n'est que l'emboîtement d'une stratégie inaugurée par George W. Bush lorsqu'il était président. Il faut repenser les causes globales de ce terrorisme, en particulier économiques et géopolitiques. C'est ce que je me propose de faire ici. Rapidement, les dernières années ont témoigné pour la France d'une continuité aveugle dans la politique menée au Proche-Orient et le suivisme dans des alliances douteuses qui l'accompagnent, aussi bien avec les États-Unis, mais surtout avec l'Arabie saoudite, le Qatar et la Turquie, ainsi que les coupables silences sur les événements tragiques qui se passent en Palestine. Et rien dans les déclarations officielles depuis les derniers attentats n'indique un changement de cette doctrine. Enfin, on peut aussi être stupéfait par le manque de réponses appropriées devant l'état d'abandon de nos outils de renseignement, on en a parlé, qui est principalement dû aux problèmes d'austérité qui frappent tout l'appareil d'État. Il y a un besoin de réorganiser ce renseignement, comme c'est demandé par de nombreux rapports, y compris parlementaires. Pire, des mesurettes ont été prises qui témoignent en une croyance coupable dans les vertus magiques d'un renseignement informatique généralisé et liberticide, qui se focalise sur la collecte de données quantitatives sans s'occuper de leur traitement concret. Il nous faudrait beaucoup plus insister sur le renseignement humain, aussi bien intérieur qu'extérieur. Donc une réponse adéquate et républicaine au terrorisme est fondamentale. Car il ne faut pas oublier que l'effet premier recherché par Daesh et les autres groupes terroristes est toujours le même, diviser et créer un fossé entre musulmans et non-musulmans. Il faut donc d'abord mettre fin à une opposition entre sécurité et liberté
qui est l'unique horizon des dirigeants qui n'ont à proposer que des mesures liberticides, comme en a très bien parlé la secrétaire nationale du syndicat de la magistrature. Le succès de la lutte contre Daesh et les autres groupes terroristes passe par 3 axes. Une résistance idéologique contre leurs objectifs, à savoir la haine des citoyens entre eux sur le territoire national, une politique de sécurité intérieure adaptée, on en parlera, et surtout une action à l'échelle internationale qui demande un réalignement complet de notre diplomatie. Il nous faut dénoncer je le répète, la surenchère propre à la guerre au terrorisme, qui est l'alpha et l'oméga des dirigeants occidentaux depuis le 11 septembre, depuis les attentats du 11 septembre à New York. On sait pourtant que la guerre au terrorisme est une absurdité conceptuelle et pratique. Depuis qu'elle est menée, les foyers terroristes ont été multipliés par 10 dans le monde, ce qui montre assez clairement leur inefficacité complète. La guerre des civilisations, la thématique de la guerre des civilisations est un piège terrible parce que rapporter le terrorisme djihadiste à l'islam, comme ce n'était qu'une forme spécifique d'islam, parmi d'autres, constitue une erreur tragique. Et c'est justement ce que les djihadistes espèrent que l'Occident commettra. La violence des djihadistes est surtout une réponse particulière à la crise qui traverse le monde et qui est due à la recomposition globale et le transfert du pouvoir du public au privé, des citoyens aux États, ce que l'on appelle la globalisation. Je vais citer le pape François qui a déclaré de manière fort intéressante: en tant que centre de l'économie mondiale, il y a le dieu argent et non la personne. Voilà le premier terrorisme. C'est un terrorisme de base contre toute l'humanité. Et c'est exactement cela. Cela nous incite à réfléchir à cette poussée de l'occidentalisme qui se caractérise entre autres par les traités de libre-échange. Ça peut sembler étonnant de parler de libre-échange ici, mais que l'on y songe. Si le CETA et le TAFTA s'appliquent, et la pire des éléments dans ces traités de libre-échange, à savoir les tribunaux d'arbitrage privés, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie la fin de la démocratie, puisque s'appliqueraient aux États des décisions choisies dans des tribunaux où siègent des personnes non élues et qui s'imposeront aux lois votées par les citoyens. C'est un retour à une situation ante 1789. Et donc, que ferions-nous, nous, citoyens, qui nous engageons en politique pour créer de nouvelles lois, pour protéger les citoyens, si nous ne pouvons plus le faire? À quoi sert de faire de la politique? C'est revenir sur toute la construction de nos sociétés. Je rappellerai que jusqu'en 1914, existait une section sabotage à la CGT qui était justifiée par l'état des relations entre le capital et le travail, animée entre autres par Émile Pouget. Je parle de ça car l'offensive occidentaliste a consisté à attaquer ce qu'on a appelé la réforme dans les pays arabes, la Nahda. Et ça a commencé dès 1953 avec le coup d'État qui est maintenant officiel, puisqu'il y a un an, comme le dit le néologisme, enfin l'anglicisme a été déclassifié par la CIA, le coup d'État en 1953 contre Mossadegh en Iran et contre son parti, le Toudé, a été bien mené par la CIA. On voit la déstabilisation qui s'en est suivie. L'Occident, mené par les États-Unis, n'a eu de cesse de déstabiliser des États arabes ou musulmans qui avaient une tendance laïque, multiculturelle, socialisante, malgré tous les nombreux travers qu'ils pouvaient avoir, que ce soit en Irak, Nasser, en Égypte, et jusqu'à très récemment, dans la guerre dans laquelle s'est engagée de manière absurde la France en Libye, entraînant un nouveau foyer djihadiste colossal, comme on le sait tous. Alors dans ce cadre-là, la diplomatie française pose un gros problème, et particulièrement depuis Nicolas Sarkozy, encore une fois le cas de la Libye, mais qui a été entièrement suivi par François Hollande.
car on est frappé par le grand écart stratégique de la France. On peut aller combattre les djihadistes sunnites au Mali, et être félicité pour cela, et s'en féliciter, tout en soutenant en Irak des chiites relativement extrémistes pour combattre d'autres sunnites, et en Syrie appuyer des groupuscules sunnites djihadistes comme Al-Nosra, qui faisait du bon travail, comme le disait Laurent Fabius, tout en prétendant profiter des marchés iraniens, puisque c'est le cas, Total est en train de signer des contrats en Iran, et tout en vendant des armes aux Saoudiens et aux Qataris sunnites, qui eux financent le djihadisme. On le voit bien, c'est un absurde complet qui n'a ni queue ni tête et qui ne peut mener nulle part la France, qui est de moins en moins écoutée au niveau diplomatique et international. Je prendrai l'exemple aussi très étonnant du rapport à la Turquie, puisque elle est notre alliée. Lorsqu'il y a eu les attentats du 13 novembre au Bataclan, François Hollande a fait appel à l'article 47 du traité constitutionnel européen pour en appeler à l'aide aux États européens. Cet article 47 est très très court et très peu développé, puisqu'il est plutôt là pour remplir des pages, alors qu'il existe déjà l'OTAN, dont nous souhaitons la sortie, mais néanmoins elle existe, et au sein de l'OTAN, il y a l'article 5, qui permet de demander, lorsqu'un État est attaqué, le soutien des autres États. En l'occurrence, il lui semblait assez logique, vu la position géostratégique de la Turquie, de demander l'aide de la Turquie dans la guerre contre Daesh. François Hollande n'en fera rien, n'utilisera pas l'article 5, utilisera l'article 47, et c'est bien compréhensible, étant donné les relations plus que douteuses et maintenant prouvées entre le gouvernement d'Erdogan et Daesh et les autres groupes terroristes en Turquie. On pensera également aux inacceptables propositions faites par Erdogan, qui consistent à se servir des migrants pour menacer l'Europe et obtenir un financement de près de 7 milliards d'euros, en menaçant littéralement de relâcher des centaines de milliers de migrants sur l'Europe, en déclarant, évidemment, il y aura des terroristes. Ce qui est évident quand on voit ce qu'il s'est passé cet été, puisque la lutte concrète contre le terrorisme est menée par un acteur international dont la France devrait beaucoup plus se rapprocher, à savoir les Kurdes, et en particulier les Kurdes du Rojava, qui ont mené une lutte contre Bachar al-Assad et qui, depuis 3 ans, mènent une lutte contre Daesh, qui s'est soldée par d'immenses succès là où on ne les attendait pas. D'abord à Kobané, il y a un peu plus d'1 an. À Kobané, que s'est-il passé? Les soldats, hommes et femmes, puisque 30% de l'armée des YPG kurdes sont des femmes, beaucoup d'entre les blessés sont morts, car la Turquie a refusé qu'ils passent la frontière qui se trouvait à peine 1 kilomètre pour être soignés. Par contre, au même moment, des terroristes de Daesh étaient soignés, eux, en Turquie. De la même manière, les canons turcs qui étaient à la frontière n'étaient pas orientés sur les positions de Daesh, mais sur les positions du Rojava. Et c'est le cas depuis l'attentat de Suruç en 2015, en juin 2015, où, profitant de cet attentat, qu'il a déclaré comme étant commis par des djihadistes de Daesh, Erdogan a relancé la guerre intérieure contre les Kurdes et bombardé les positions du YPG au Rojava. Récemment, la Turquie a pénétré en Syrie en violation du droit international, puisque la Syrie, quoi qu'on en pense, est toujours un État souverain, pour empêcher les succès, de la prolongation des succès des Kurdes, puisque cet été, les Kurdes ont pris la ville de Manbij. On a un peu parlé, mais pas tellement, c'est des combats colossaux, où encore une fois, et là, directement, les troupes... les renforts de Daesh arrivaient directement de Turquie, comme ont pu en témoigner les forces spéciales françaises qui étaient en appui aux Kurdes pour diriger les bombardements de l'aviation française.
Alors c'est très étonnant d'avoir un rapport comme ça à un pays qui joue sur deux tableaux, et de la même manière avec le Qatar, de la même manière avec l'Arabie saoudite. Et la France, si elle souhaite sortir de l'ornière dans laquelle on est tombé au niveau international, et par là même contribuer à ce qu'il y ait moins d'attentats sur notre territoire national, devrait changer totalement ses relations internationales, les refonder, comme cela a été proposé par Jean-Luc Mélenchon dans ses discours sur cette thématique, cesser le suivisme états-unien, ce qui implique tout d'abord la sortie de l'OTAN, et dans tous les domaines, et en particulier la lutte antiterroriste, quand elle fait sens, la mener sous mandat de l'ONU, qui est pour nous la seule instance acceptable pour organiser la lutte et la guerre au niveau international. Je vous remercie.